crédit. Et soyez déjà prêts, vous qui êtes entrepreneur, vous, ou qui voulez vous lancer dans l'entrepreneur, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame, merci pour votre invitation dans le cadre des eaux police. Et juste en face de lui, monsieur Mathieu Takizala, et en tout cas on peut dire que c'est l'habitué de Wake Up chaque lundi, à qui j'ai dit bonjour. Il est aussi entrepreneur. Je vous remercie madame Rachel, vous savez que la nation se construit par le travail et qu'aujourd'hui ce qui a fait reculer un peu la démocratie du Congo, c'est l'absence de travail. Et le travail sans le mouvement entrepreneurial n'existe nulle part. Et je crois qu'aujourd'hui, les concitoyens qui sont restés à la maison doivent comprendre que l'auto-emploi est parmi les solutions pour que la République vienne en équilibre salarial. Puisque nous parlons d'entrepreneuriat, je reste avec vous, monsieur Mathieu Takizala. On peut parler entrepreneuriat, mais beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit réellement. Quand on dit entrepreneuriat, c'est quoi? Bon, en fait, en rentrant comme des latins dans ce système, les gens étudiaient uniquement pour aller chercher le travail ou commencer leur carrière dans ce qu'on appelle l'administration publique. Mais ce qu'on appelle l'auto-emploi, vous créez l'activité pour vous-même et vous créez aussi pour les autres et créer des taxes et créer l'innovation. Ce n'était pas vraiment dans la tête des Congolais, mais depuis que nous avons commencé cette nation en 1960, il y a eu quelques Congolais, autodidactes la plupart, et qui ont essayé le premier mouvement des entrepreneurs congolais, les Fonji, les Kindwelo, les Kisombe. Beaucoup c'était des autodidactes. Et à l'époque, l'administration publique employait des gens. Il y avait quelques entreprises venant d'ailleurs, surtout les Unilever, ainsi de suite. Et ces gens-là ont réussi quand même à créer le mythe entrepreneurial congolais, de Pascal Kindwelo, le Décolo. Et après, maintenant, nous, on n'a pas su faire la continuité des aînés. Parce que c'était être entrepreneur, il faut d'abord quelqu'un... Vous n'avez pas su? Non, le pays, le système. Le système n'a pas su continuer avec ces mouvements entrepreneuriaux parce qu'il fallait créer l'écosystème. Et on a mis quand même dans la tête des Congolais, il faut que ce soit seulement si vous êtes cadre de l'administration publique et que c'est ça qui peut faire la réussite. Parce que moi je me rappelle d'une génération, quand on parlait que votre papa était commerçant, c'est comme si c'était quelqu'un qui va tomber en faillite des jours après. Mais aujourd'hui on a raison de continuer dans cette lignée. Nous devons avoir cet équilibre parce que la démographie congolaise, on ne va pas les soigner salarialement uniquement avec l'approche d'administration. Il faut avoir des hommes d'entreprise capables à créer et de la valeur salariale et de la valeur d'innovation dans le territoire. Si on a Facebook aujourd'hui, parce que ce sont de la valeur entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on commence par le journée intime, où ça devient maintenant un hub mondial qui donne de l'emploi aux uns et aux autres et puis qui crée de la valeur du côté des États-Unis. L'entrepreneuriat, c'est une solution, mais l'entrepreneuriat sans accompagnement, sans écosystème, ça ne passera pas. Il faut des modèles qui réussissent en entrepreneuriat, en pays démocratique du Congo, et pour que la jeune génération puisse comprendre que c'est autour de ça, on peut aussi faire des miracles. Merci beaucoup. Messieurs Takizala, je viens vers Messieurs Bentiaboula. Puisque nous parlons entrepreneuriat, vous êtes congolais, vous entreprenez aussi dans ces pays. Nous parlons des défis de l'entrepreneuriat dans ces pays. Est-ce facile ou possible d'entreprendre et réussir en République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo présente comme un environnement incertain à toute activité d'entrepreneuriat. Quand je parle de l'incertitude, c'est du point de vue administratif d'abord. Nous savons tous qu'il y a une lourdeur administrative qui se caractérise dans notre pays. Et au niveau aussi de financement, donc l'accès au financement est très difficile, ce qui rend compliqué la mise en place d'un entrepreneuriat. Et puis environnemental aussi. Tout ce que nous vivons, donc les différentes guerres, parce qu'on parle de la République, on ne parle pas que Kinshasa. L'environnement aussi, ce sont des embouteillages que nous vivons ici. Donc, combinant les trois facteurs, je peux dire que l'entrepreneuriat au Congo est en train d'évoluer dans un environnement très incertain. Ok. Donc, c'est difficile. Avec la donne actuelle, du système économique actuel, avec l'économie du marché, c'est-à-dire l'interventionnisme de l'État n'est pas trop caractérisé. D'où il faut laisser libre arbitre aux jeunes qui ont des idées à mettre en œuvre, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est-à-dire mettre en œuvre des idées qui peuvent produire des richesses.
Donc, ça sera possible qu'avec un encadrement adéquat de l'État, qui est le garant d'ailleurs de toute entreprise, le garant de tout avenir, le garant des institutions aussi. Je suivis un professeur de l'économie qui a dit que pour entreprendre, il faut d'abord mettre en première position les opportunités et les financements viennent avant. Vous êtes d'avis? Effectivement, c'est d'abord une idée. L'entrepreneuriat, c'est d'abord la mise en train d'une idée qui est dans ta tête, parce que ça n'aboutit toujours pas à une création de richesse. Parce que je peux entreprendre, mais sans but lucratif. Donc les ONG et tout ça. Tout comme je peux entreprendre avec but lucratif, c'est-à-dire que je crée une société qui produit, qui va être sur le marché et qui va donner les biens et services. Et en contrepartie, il y aura cet échange financier. Mais le financement dont je parle, c'est qu'à chaque fois quand on crée une idée, ce n'est pas nécessairement qu'on peut avoir tous les facteurs. Okay. On peut réunir des facteurs qu'on a à notre possibilité, mais nous pouvons toujours compter sur l'État pour nous venir en aide du point de vue de financement avec les institutions adéquates qui sont créées pour ce faire-là. Là, il faut dire que beaucoup ne comprennent pas jusqu'à présent parce qu'ils attendent les financements avant et les idées viendront suivre. Monsieur Orly Matala, je vous donne la parole cette fois-ci parce que vous êtes président de la Fédération d'entrepreneurs chrétiens. Si je faudrais répondre à la même question que monsieur Ben Tchaboula, vous direz quoi? Est-ce possible, facile d'entreprendre en République démocratique du Congo? D'abord, pour être bref, la réponse est non. Okay. Et non, pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, nous devons tenir compte de ces concepts qui reposent sur 4 piliers majeurs. Donc d'abord, il y a un entrepreneur doit avoir la vision, doit avoir une motivation, doit avoir la résilience et puis la connexion. Quand je parle déjà de la vision que je pourrais associer avec la motivation, nous allons voir que le dénominateur commun entre les deux, c'est d'abord un encadrement, un suivi. En RDC, nous n'avons pas encore atteint ces niveaux-là par rapport à d'autres pays que nous avons fréquentés. L'entrepreneuriat est déjà une science. Okay. On commence déjà à enseigner les enfants de les bas âge. Je peux donner un cas pratique. Quand on était encore à l'école primaire chez nous, le travail manuel, on demandait à un enfant, on exigeait à un enfant de produire ce qui est dans son imagination. Le balai, le cerceau et toute forme des objets. Aujourd'hui, le travail manuel s'est transformé en monnaie. Donc quand il y a papa, on nous a demandé un travail manuel, on doit amener 1000 francs, 5000 francs à l'école. Donc ça, il y a un manque d'accompagnement. Donc on doit commencer d'abord par remédier cela au niveau du système éducationnel. Donc on doit introduire le notion, ou bien le cours de l'entrepreneuriat. Une fois en Afrique du Sud, il y avait un cousin, un petit cousin, qui avait un TP, bon, un devoir à domicile. On parlait comment créer une voiture. Okay. Donc il n'avait que 4 ans. C'est bien, c'est vrai qu'il n'est pas capable et apte à le faire, mais déjà on le poussait à réfléchir et à être utile. L'entrepreneuriat, doit aujourd'hui en RDC, nous devons prendre cela comme une doctrine. Donc, comme vous l'avez dit, que d'abord l'idée, le financement après. On peut créer, nous, le financement par rapport à l'idée. Quand on a la motivation et on a la vision, on peut nous-mêmes créer des ressources financières pour bien réaliser ce qui est l'entrepreneuriat, ce qui est le projet. Et aussi tenir compte du marché. Parce que c'est aussi le plus grand problème pour nous, les entrepreneurs congolais. Nous n'analysons pas vraiment très bien le marché. Si j'ai bien suivi M. Ben et Maître Orly, le problème de l'échec ou de difficultés que rencontrent les entrepreneurs, ce n'est pas tellement l'État, M. Takizala, mais c'est plutôt vous-même, les entrepreneurs, parce que vous ne comprenez pas bien les marchés, parce que tout autour de vous, vous-même, vous créez des obstacles, n'est-ce pas, M. Takizala? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, vous devez savoir d'abord que l'écosystème est créé avec les politiques publiques. Nous sommes dans quel pays? Les
revenus font vraiment défaut aujourd'hui en République démocratique du Congo parce que nous avons un épaisseur de l'informel qui est supérieur. Ce n'est pas un entrepreneur d'aller réguler l'informel. Moi, je suis dans l'ingénierie. On voit que toutes les gestes de l'ingénierie en République démocratique du Congo sont faits du côté de l'informel. D'où l'importance de l'écosystème étatique pour que nous puissions quand même réguler, que le marché puisse être fait sur le terrain. Et puis, ce qu'on appelle les chambres consulaires. Tout entrepreneur ne peut pas faire l'université. Il y a aussi, et dans l'histoire de ces pays, des autodidactes qui ont réussi parce qu'il y avait un écosystème de marché contractuel, l'écosystème administratif qui accompagne les uns et les autres. Donc, ce n'est pas à dire, voilà, et il y a des miraculés qu'on voit dans un pays comme la République démocratique du Congo. Et si vous suivez, car moi je viens de mettre par exemple en place ce que nous appelons l'incubateur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un jeune Congolais qui peut faire l'université, qui est talentueux, mais pour avoir un bureau ici sur l'espace des Kalina, c'est tout un problème. Or, les autres États, quelqu'un a l'idée, ce qu'on appelle ou l'incubateur, ou le pépinière d'entreprise, et ainsi de suite, on le moule. Mon compatriote parlait de réseau. Le réseau, c'est quelqu'un, il ne se crée pas tout seul. Un réseau rationnel, nous devons avoir en fait qu'on appelle l'économie, l'intelligence économique étatique, avec une approche, et dans chaque secteur économique, nous devons avoir nos représentants. C'est-à-dire que nos représentants peuvent se verser par ces jeunes générations de l'entrepreneuriat qui arrivent. Lui peut avoir un réseau, mais le jeune homme qui commence aujourd'hui, il n'a pas un réseau. Mais si on ne le met pas en mise en relation avec le monsieur qui est en face, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a un moment, l'État, Maître Oli, donc l'État a un rôle, mes compatriotes, donc dans tous les États. À un moment, la France est patinée par rapport à l'Allemagne. Vous voyez que la culture entrepreneuriale française est en difficulté. Mais quand François Hollande arrive, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il met un outil qu'on appelle l'outil financier, Banque publique d'investissement. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il crée, ça veut dire, une politique de pépinière d'entreprise à travers la République. Et lorsque le numérique est arrivé, qu'est-ce qu'on faisait? Chaque entrepreneur qui voulait créer un site internet, et il y avait ce qu'on appelle le subvention du côté étatique. Si le site coûte 1000 $ et l'État mettait 500 $ en face. Politique des résidences d'entrepreneurs, ainsi de suite. Aujourd'hui, 3 quarts d'entrepreneurs, même nous qui sommes outillés, vous ne voyez pas que nous avons une difficulté dans ces pays? Parce que pour voir même un petit contrat, c'est tout un problème. C'est-à-dire que normalement, il faut que du côté étatique, qu'on ne parle pas l'entrepreneuriat par le slogan, mais il faut avoir du prototype qu'on montre à nos compatriotes. Regarde, dans tel secteur, nous sommes représentés avec telle boîte et tout ça, ainsi de suite. Mais cette Sekedi va recevoir le gens. Aujourd'hui, je crois, le mois d'octobre, les chefs d'entreprise. Moi, j'ai toujours demandé au président de la République, il ne faut pas que ce soit des chefs d'entreprise sur papier. Il faut que ce soit des gens qui ont des entreprises en République démocratique du Congo avec une approche économique. Cela va susciter un mouvement d'entreprise en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, on voit des chefs d'entreprise qui sont sur papier. On les reçoit. Par exemple, c'est-à-dire quoi? Oui, il a un projet, le projet n'est même pas testé sur le terrain, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de charge. Vous avez dit que c'est d'abord le projet qui doit être... Mais le projet, regarde madame, aujourd'hui si nous voulons vraiment que le mouvement entrepreneurial soit avec les sorts en République démocratique du Congo, recenser déjà les entrepreneurs qui ont des entreprises dans le pays. Ceux qui ont déjà l'approche économique, qui testent déjà le marché. Et c'est eux qui peuvent permettre aux nouveaux venus qui vont venir de les encadrer. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour ça d'où l'importance des chambres consulaires. Chambre de commerce, chambre d'industrie, chambre d'agriculture, ainsi de suite. Qui travaille là-bas? À part l'administration étatique, c'est nous les chefs d'entreprise. Parce qu'on voit comment on officie un business plan, comment on fait un plan de développement, comment on fait les études de marché. Beaucoup d'entreprises congolaises ne sont pas visibles. Ce n'est pas la faute de ces entrepreneurs. D'où vous voyez que moi, comme chef d'entreprise, je peux le faire et on veut amener cette jeune génération des entrepreneurs autour des aînés qu'on appelle chefs d'entreprise, mais il faut que l'État puisse nous accompagner aussi. Si l'État reste dans le slogan ou des colloques sur l'espace des Kalina, on ne va pas avoir... Trouvez-vous erré que dans tout le secteur, lorsque l'État veut acheter, on a du mal d'avoir un pourcentage de l'entrepreneuriat local qui gagne des contrats. Et tout le monde dit non, les entrepreneurs congolais ne sont pas compétents, c'est la faute. Mais non, à quoi sert d'avoir un État qui se justifie comme ça? L'État doit avoir, quand même, il a créé beaucoup d'agences. Oui. Nous avons des agences aujourd'hui que la République démocratique du Congo a créées. Mais commençons d'abord à évaluer ces agences. Depuis qu'ils sont là, on monte en combien de pourcentages? Est-ce qu'il y a un service qui est déjà mis en place par rapport pour ça? Mais oui, mais il faut qu'on évalue. Nous avons chaque agence a un ministère. Okay. Vous comprenez? Il y en a qui sont orientés dans le ministère de l'Industrie, ministère du Commerce, ministère de l'Économie, ministère de l'Agriculture, tout ça, ainsi de suite. Maintenant, évaluons ces agences. Depuis qu'ils sont sur le terrain, est-ce qu'il y a un développement de l'entrepreneuriat local? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire aux citoyens
au lieu de rester au chômage et qui décide de créer la valeur, moi je viens de faire 5 ans ici, est-ce que je vis ici? Depuis que j'ai commencé, depuis 2016, est-ce que j'ai eu les subventions de la République démocratique du Congo? Et surtout que je suis ici de la diaspora. En ce moment, on se moque de la diaspora en disant ils sont plus... Mais ceux qui sont venus de la diaspora, quel est le guichet qui reçoit les entrepreneurs de la diaspora pour qu'on puisse... Vous voyez, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, domiciliation par exemple, il y a des entrepreneurs qui ne peuvent pas louer, mais nous, par exemple, moi je dis, vous avez un projet dans les 3 provinces limitrophes de la République démocratique du Congo, par exemple à Kinshasa, vous n'avez pas une domiciliation, venez chez Mathieu Takizala, on va vous accorder ça parce que ça va aider la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est ça qui manque aussi. Nous ne devons pas se cacher. Il faut qu'on dise à notre État la vérité. La vérité, c'est quoi? Mais c'est ce qu'il dit. Avec ceux qui nous dirigent et les opposants qui veulent devenir président de la République, on doit avoir une bonne politique d'entrepreneuriat avec des chiffres en face. S'il y a des chiffres en face, là, on peut évaluer. Mais dire que c'est la faute uniquement des entrepreneurs, là, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec vous. Maître Orly Matala, je reviens vers vous. Par rapport à la réaction de M. Takizala, puisque vous êtes en train de gérer les entrepreneurs chrétiens, comment vous vous organisez? Déjà, dans notre fédération, nous n'attendons pas une subvention étatique. Okay. Parce que nous sommes capables, par rapport à notre credo, de nous créer entre nous, autofinancer nos programmes et nos projets. Donc vous n'avez pas besoin de l'État? Nous n'avons pas besoin, parce que nous voyons, il y a quand même des jeunes qui sont en train d'innover, mais qui n'ont aucune subvention de l'État. Donc si nous continuons à attendre ces financements, nous n'allons rien faire. Alors nous faisons comme une mutualisation des forces et des capitaux. Donc nous essayons entre nous de mettre en place une caisse, un fonds de garantie et un fonds d'appui des projets pour essayer un peu de nous en sortir. Parce que si je suis bien ce que mon compatriote vient de dire, alors le domaine de l'entrepreneuriat sera vraiment en panne en RDC. Donc il n'y aura pas d'entrepreneur. Parce que compter au gouvernement congolais aujourd'hui, c'est perdre tout ce qu'on a comme faculté, comme aptitude, capacité. Ils ne feront rien. Je me rappelle en 2018. En 2018, j'avais introduit au cabinet du chef de l'État un projet d'ordonnance avec tout pour créer un fonds de garantie pour l'appui. Mais aujourd'hui, je suis en voir comment comment je peux dire. Il y a une structure, une ordonnance qui a été signée, une structure approximative, mais qui n'a pas vraiment qui n'a pas atteint notre entendement. Or, nous étions là en 2017, le 17 décembre, nous avons pu signer un protocole d'accord tripartite entre le gouvernement congolais, lorsqu'il y avait encore son excellence Bienvenu Liota, et la FBN Bank. On avait signé un protocole d'accord tripartite sous la bénédiction, sous la coordination de la Banque mondiale, pour essayer un peu de créer un fonds de garantie pour le jeune. Alors, quand le régime actuel arrive, on est rentré en contact avec le ministre et tout était bloqué. Alors que les jeunes attendaient déjà le financement. On avait programmé le financement déjà au mois d'avril pour la première tranche, mais tout est bloqué. Alors, si on doit continuer aujourd'hui, parce qu'il y a 5 ans, nous n'avons rien vu. Okay. Et nous allons encore avoir, même quand les opposants seront là, je ne dis pas que c'est le chef qui a failli, mais c'est le système de gestion entrepreneuriale qui a failli. Parce que nous avons des structures entrepreneuriales, mais il n'y a pas un bon suivi et surtout pas une bonne communication et un bon contact. Donc quand moi je parle de la connexion de ces réseaux, c'est par rapport à ça. Nous qui sommes entrepreneurs et ceux qui sont censés réguler, nous ne sommes pas en contact. Et c'est un manque de connexion. Et quand c'est un manque de connexion, nous ne pouvons pas évoluer. C'est vous qui ne vous approchez pas d'eux ou c'est eux qui vous repoussent? Non, ils ne nous repoussent pas, mais ils nous excluent. Okay. Et repousser, ça veut dire qu'ils nous accueillent et puis mais ils nous excluent du système entrepreneurial. Pour eux, c'est comme si le favoritisme, le clientélisme. Donc pour eux, il n'y a pas une bonne répartition de l'héritage ou du Congo. Parce que quand il y a seulement, je ne peux pas citer les noms des entreprises, mais quand il y a un entrepreneur X, c'est lui qui gagne tout le marché. C'est ça. Du gouvernement. Donc sur le plan infrastructure, sur le plan tout. Donc il y a que on ne sait pas s'il y a des pourcentages, on ne sait pas le dire ou l'affirmer. Donc, les jeunes entrepreneurs ont du mal. Alors, c'est pourquoi nous avons, au sein de la Fédération d'entrepreneurs chrétiens, nous sommes à 4 confessions religieuses. Il y a des jeunes catholiques, toute la jeunesse catholique,
la jeunesse protestante, la jeunesse de l'église des réveils et puis la jeunesse kimbangiste qui nous accompagne. Donc pour nous, c'est comme une mutualisation. Nous avons des projets bien déterminés et nous essayons d'évaluer le projet, ça c'est à l'auteur de combien le coût, et nous essayons maintenant de nous cotiser pour lancer cela. Et en attendant, quand le gouvernement peut-être verra, ils viendront vers nous. Les projets individuels ou collectifs? Collectif. Ok. Individuel ou collectif, nous sommes un réseau. Donc maintenant, quand le projet sort et nous sommes dans l'exécution du projet, c'est en ce moment que nous voyons maintenant les hommes politiques venir derrière nous. Donc nous pouvons les attirer vers nous au lieu de les attendre. C'est ce qu'a dit Maître. Vous voyez, d'abord, nous sommes dans quel pays? Les classes n'existent plus, ce qu'on appelle les classes sociales. On est popularisé. Nous tout seuls, on n'arrivera pas. Même tu vois les autres communautés, si ils sont en train de se développer, ils se bénéficient de la manne publique de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aucun pays, les entrepreneurs se développent. Mon confrère, notre confrère Tony Numelo ou Dangote, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le marché public, même dans les pays développés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous travaillons, nous sommes des patrons, nous cotisons. Il y a des Congolais autour de nous. Donc aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas être ceux qui peuvent avoir ce que nous appelons le marché public? Donc ça veut dire que le marché public en République démocratique du Congo, d'où l'importance. Ça veut dire que quand vous créez des agences en République démocratique du Congo, le grand fossé, c'est laquelle, maître? C'est-à-dire qu'au lien à la tête de ces agences, on met les professionnels de l'entreprise, comme François Hollande avait fait à l'époque, à la tête de la Banque publique d'investissement. C'est un entrepreneur à succès qui comprenne l'écosystème entrepreneurial, qui était représentant. Lui, il est là comme un bénévole, il essaye de s'entourer aussi avec les professionnels du monde de l'entreprise pour que vous puissiez avoir des résultats. Regarde le fait président Laurent Désiré Kabila est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Geste magistré. Il va mettre au ministère de l'économie, mais qui? Il va être un entrepreneur. Vous comprenez? Donc je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous êtes en train de dire. On sera toujours bité. Parce que la concurrence, elle est déloyale. D'un côté, les sociétés en situation de monopole. De l'autre côté, l'informel qui est supérieur. C'est pour cela, nous sommes Congolais. On ne va pas se cacher la face. Nous disons à M. Tshisekedi, évitons d'écologues, faire de sorte que, lorsqu'on parle de l'entreprise en République démocratique du Congo, montrez-nous le prototype entrepreneurial. C'est-à-dire que les sociétés congolaises qui ont eu des marchés et qui collaborent avec, parce que le seul man que nous restons avec actuellement, ce sont des marchés publics. Mais qui dit marché public? Comme nous n'avons pas d'institutions financières des capitaux congolaises, on va avoir des difficultés quand on vous donne 500 km. Ils diront que quelles sont des garanties? Et d'où l'importance qu'on prend la banque publique quoi on appelait FPI, qu'on le transforme en banque publique d'investissement avec une branche concessionnaire pour que l'entrepreneur local soit quand même compris et lisible. C'est pas sérieux, on peut plus tout seul solitaire, ça passera pas. Et aujourd'hui, évitons aussi ce qu'on appelle les mouvements syndicaux d'entreprise. Mettre en place les institutions consulaires, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les chambres d'industrie. C'est là où le professionnel du monde de la banque, l'assurance, l'administration, la partie juridique peut commencer, et nous-mêmes les entrepreneurs, à former et compléter la jeune génération qui peut emboîter l'entrepreneuriat. Sans contrat, messieurs maîtres, mon cher confrère, ça sera extrêmement difficile parce que nous attendons les clients. L'entreprise doit avoir un carnet de commandes. Et 3 ans, moi je suis un chef d'entreprise en République démocratique du Congo. 5 ans que je suis ici. Et quel est le contrat que j'ai? Rien du tout. On attend les gens. Ce n'est pas comme ça que les entrepreneurs se développent. Il faut que le contrat JT revienne aussi à nous. Merci beaucoup, Monsieur Takizala. Monsieur Ben Tiaboula, vous avez la parole. Oui, je disais tout à l'heure que dans une économie, je voulais compléter mes deux co-débatteurs. Et j'ai parlé tout à l'heure que nous sommes dans une économie libérale. Et dans une économie libérale, ce sont des libres pensées qui prévalent d'abord. Donc, l'entrepreneuriat, comme nous l'avons défini, c'est d'abord la mise en place, c'est une activité économique, dans le terme économique. Il est vrai que quand nous sommes dans un environnement, dans un système économique libéral, dont l'État a mis en place des systèmes de contrôle pour promouvoir le privé. Mais l'État n'intervient pas totalement.
Mais l'État est très important. C'est pour ça que moi je parlais de l'environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est-à-dire que je prends par exemple du point de vue administratif. Quand je parlais de l'odeur administrative, aujourd'hui, si vous allez au guichet unique pour créer une société, jadis ça faisait que 3 jours, 5 jours, tu as tous les documents. Mais aujourd'hui, ça peut prendre 3 mois. J'ai une idée, mais pour œuvrer, je dois avoir des documents légaux. Mais pour les avoir, ça me prend 6 mois. Okay. C'est déjà un frein. Du point de vue administratif dont je parlais. Nous n'avons pas ici chez nous une banque purement congolaise. Si vous voyez bien, les communautés qui fonctionnent très bien, vous verrez bien que ce sont pratiquement les étrangers, donc les Indiens, les Libanais et d'autres communautés. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des systèmes bancaires. Moi, Congolais, si je dois avoir accès dans une banque par rapport dans une banque de la place, d'une communauté bien déterminée, les ressortissants de cette communauté ont beaucoup plus d'accès que moi parce qu'on va m'exiger beaucoup de conditionnalités. Donc l'accès au financement est difficile. C'est comme ça, moi je dis que l'État qui est le garant, je ne dis pas que l'État doit tout réguler, qui est le garant de cet environnement, doit mettre en place, doit jouer son rôle régalien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler dans un pays où il y a l'insécurité. Qui a le devoir, ou je dirais même l'obligation de garantir la sécurité? C'est l'État congolais. Vous pouvez beau avoir des idées, vous pouvez beau avoir l'argent pour travailler, mais s'il y a l'insécurité, vous ne pouvez pas travailler. C'est-à-dire que ça, ce sont des rôles de l'État. Vous devez avoir des infrastructures. Nous avons des mamans maraîchères qui produisent dans le bas Congo ici. Mais pour joindre le centre de production et le centre de consommation, il faut une route. Mais la route, ce n'est pas un privé qui va le faire. C'est l'État qui va garantir. Même si l'État n'a pas le moyen, mais il peut garantir. C'est-à-dire qu'il peut entrer en convention avec des privés pour construire une route qui peut être payante après, mais au moins